je suis un danseur à la base et je suis le directeur du temple de la danse. Alors, il y a pas mal de hasard dans l'histoire et hasard et opportunité et après un choix de vie, des décisions de choix de vie, de choisir mon emploi du temps, choisir ce que je voulais faire et agir dans quelque chose qui me plaît, quoi. Donc, du coup, l'entrepreneuriat, parce que, enfin, aujourd'hui, je me pose la question de savoir entrepreneuriat ou salariat, lequel aurait été le mieux pour faire ce que je veux faire. Mais en gros, à chaque fois, les réponses elles restent les mêmes, hein. Je pense que c'était la bonne solution et le bon choix de départ. Donc, créer une entreprise, c'est arrivé après un appel des services des impôts, puisqu'au départ, c'était vraiment tout un peu clandestin, clandestin, un petit peu tout à l'arrache, quoi. C'était un petit peu tout à l'arrache et c'était déjà un démarrage de l'entrepreneuriat. Mais après un coup de semonce, c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus précis et d'un peu plus officiel. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. C'est au moment où ça devait devenir officiel. Mais au début, c'était juste de la passion, de l'amusement, de la fête et une décision de se dire, bah, tiens, j'aime bien ce que je suis en train de faire. J'apprécie mon loisir et ce loisir-là, j'aimerais bien le transformer en activité réelle. Et donc, ça a été une première transformation vraiment au départ, plus qu'à l'arrache, puisque c'était le squat du local des étudiants d'une CTU où j'étais pas. Voilà, où il y avait mon petit frère. Donc, on faisait des petits cours à 2 euros juste pour rentrer un petit peu de sous. Et avec une équipe de danseurs qui me suivait à cette époque-là. Et ça, à un moment, ben voilà, c'est devenu, on dit viral aujourd'hui, mais c'était pas viral encore à l'époque parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais c'est juste qu'on est passé en 3 ou 4 mois, on est passé de 3 à 4 clampins qui nous suivaient à 600 personnes qui prenaient nos cours dans une salle squattée. Donc ça s'est su, ça s'est vu. Et à ce moment-là, en fait, j'ai pris un petit avertissement qui m'a dit, bon ben, écoutez, là, ce que vous faites, c'est clairement une société, c'est clairement une entreprise. Donc il va falloir reverser l'argent à l'État, etc. Donc il faut vous mettre aux normes et dans les conditions normales de fonctionnement en France, quoi. Et à ce moment-là, bah, voilà, on a consulté l'équipe et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait et la réponse était, bon, bah, viens, on monte une petite école. On monte une petite entreprise au départ, c'était pas encore une école. Et on travaillait avec une dizaine de clubs à Montpellier, une dizaine de clubs et bars, tout confondus. Quand je dis club, je parle de discothèque. Je parle pas encore d'école de danse, où on dispensait nos différents cours. Et ça a tellement explosé que ben voilà, l'idée elle est arrivée de monter une petite école. D'une petite école, c'est devenu 3 écoles, 4 écoles. Et puis après, on a tous soudé dans une seule école et c'est devenu aujourd'hui ben, ce qu'est le temple, ce qui était le temple avant mars 2020. Mais c'est plus une question de hasard et de décision à prendre à ce moment-là dans l'urgence au moment du hasard. Voilà, c'était un peu ça. Mon parcours avant d'entreprendre, c'était pas mal de choses différentes. J'étais dans la recherche agronomique. J'étais ingénieur en agronomie au départ. Et je travaillais un petit peu partout, hein. Je travaillais beaucoup à l'étranger, au Vietnam, au Maroc, en Tunisie, à Cuba, en Guadeloupe, enfin, dans pas mal d'endroits. Je me consacrais beaucoup à ça, à la recherche et à l'enseignement et à l'écriture, puisque je travaillais aussi sur l'écriture d'un petit bouquin à l'époque. J'ai toujours dansé aussi en même temps. Je danse depuis l'âge de 6 ans, de l'âge de 4 ans, pardon. Depuis l'âge de 6 ans, vraiment à fond. Et dès l'âge de 16 ans, j'ai commencé à enseigner à l'époque le hip-hop. Un peu plus tard, hip-hop et dancehall. Et après, salsa, latino, enfin, etc. Salsa, bachata et tout ça. Et reggaeton aussi. Mais voilà, c'était beaucoup de choses en même temps. Et pour payer mes études d'ingénieur à l'époque, j'ai travaillé un petit peu dans tout. Dans la sécurité, parce que ouais, j'étais prof de taekwondo aussi et instructeur en athlétisme. Et donc j'utilisais ça pour payer mes études. Et parmi ces trucs-là, ben, il y a la danse qui s'est mis là-dedans. Et
Et à un moment, on me proposait un salaire de pizzaiolo pour faire ingénieur et un salaire. Enfin, au début, je savais pas le salaire des danseurs. Je vais pas mentir, je savais pas du tout. Donc, ça me venait même pas à l'idée. Enfin, d'où je viens moi, ça me venait même pas à l'idée en fait que la danse puisse être un commerce, puisse être un business, puisse être quelque chose qu'on puisse vendre aux gens. Et c'est en passant dans un bar à Montpellier, je pense que c'était en 99 ou 2000, et j'ai vu un gars en fait qui était en train de danser avec des gens. Il y avait des gens derrière lui, et à la fin de ce qu'il était en train de faire, je sais pas, c'est vraiment, je peux pas dire que c'était un cours, ça ressemblait plus à de l'animation et tout ça. Euh, Chaque personne lui versait 6 euros. Et moi, je venais d'arriver en France et je connaissais pas l'euro encore. Je travaillais au Vietnam à ce moment-là, et pour moi, je connaissais que le dollar et le dong. Et j'étais parti, c'était encore le franc. Et j'arrive et les gens lui donnaient 6 euros chacun. 6 euros chacun, pour moi, ça correspondait à 36 francs, 40 francs quoi. 40 francs, c'est l'équivalent de 50 euros aujourd'hui, dans ce qu'on pouvait faire avec. Donc, je me suis dit, chaque personne qui est là, pour le bonhomme qui a juste dit 1, 2, 3, 5, 6, 7, qui partait à droite, à gauche, il va récupérer 50 balles pour chacun d'entre eux. Il faut vraiment imaginer 50 euros d'aujourd'hui, quoi. J'ai dit, ben ça, c'est beau. C'est beau. Et donc, du coup, ben, l'idée, elle est restée là. Et comme j'avais travaillé à Cuba, je dansais déjà beaucoup. Je faisais pas mal de shows sur d'autres trucs. Hein. C'était plus sur la capoeira, sur la samba, sur le hip-hop, etc. Je travaillais un petit peu avec France O à l'époque, donc qui était une chaîne de Guadeloupe. Ça existe en France aussi, hein, France O, je crois. C'était RFO, mais c'est France O maintenant. Je dansais pour eux, pour la télé, pour accompagner des artistes. Et je me suis dit, bon, c'est pas très dur comme danse. Je vois ce qu'ils ont fait. Franchement, si c'est 50 balles par tête, bon, j'y vais, quoi. Et j'ai juste été en soirée, dansé, etc. Et le patron du même bar m'a proposé, tiens, tu danses bien, j'aimerais bien que tu donnes des cours. Et je me suis mis à faire ça. Et c'était une période où j'étais au chômage de mon boulot d'ingénieur parce qu'il y avait les révoltes en France. Donc il y avait la crise étudiante à l'époque, ça s'appelait, où ils faisaient des manifs un petit peu partout pour les étudiants. Et donc du coup, en fait, il y avait les budgets qui étaient alloués aux projets de recherche à l'étranger avaient été diminués. Donc tous les ingénieurs juniors, et on partait pas en priorité sur ces contrats-là. Donc je me suis retrouvé au chômage pour la révolte des lycéens français de l'époque. Et donc je redécouvre ce pays qui m'a vu grandir quand j'étais tout petit, et dans lequel je reviens et que je redécouvre d'une façon tout autre, où il y a l'euro, où on a passé les années 2000, où les gens sont prêts à payer 50 balles pour prendre un cours de danse, de salsa, où tout mon grand-père, enfin tous les gens dansaient ça normalement dans les premières communions, les mariages. Les gens ils dansaient ça, voilà, comme ici on danse Gilbert Montagné, quoi. Et je me rends compte que les gens sont prêts à payer pour ça, voilà. Donc, et je me suis dit, voilà, il y a peut-être un petit truc à voir par là-bas. Et l'opportunité c'est fait que à ce moment de chômage, le boss de l'époque me propose de commencer à donner des cours. Et ça s'est enchaîné tellement vite que avec la petite équipe qu'on avait montée, on a explosé en quelques mois, quoi. Vraiment en quelques mois. Donc c'était plus une question d'opportunité et de période que de décision de départ, de se dire tiens, j'aimerais bien monter un business là-dedans. Ça s'est fait comme ça, à ce moment-là. Aujourd'hui, le temple de la danse, c'est un autre concept. C'est un concept que j'ai créé il y a 2 ou 3 ans, il y a 3 ans maintenant. Là, c'est pareil, c'est une opportunité. Hein. C'est qu'on a repris une école qui coulait, qui était une école de West Coast Swing et de Lindy Hop. Et il se trouve que cette partie où on est actuellement était une partie attenante à cette école-là. Et c'était un petit resto marocain qui vendait des macrous, des tagines, des choses comme ça. Et lui, il fermait pareil. Et donc, on a eu l'opportunité de reprendre le truc. Et avec mes associés de l'époque, on s'est dit, bah, tiens, viens, on monte un nouveau concept parce qu'en fait, on a déjà une école de danse qui marche fort. C'était Studio Latino qui marchait très, très fort et qui a vraiment fait l'histoire au niveau de Montpellier, au niveau de la danse. Et dans tout le sud de la France, c'est une des plus grosses écoles qu'on ait pu retrouver. Il manquait une dimension par rapport aux danses qu'on enseigne. On enseigne des danses qui sont des danses techniques, mais qui sont surtout des danses sociales. C'est-à-dire en fait des danses où le but est de danser à deux, de s'amuser, de prendre du plaisir en soirée. Pas juste de danser pour monter sur scène. Le but premier, c'est vraiment le côté social. Par contre, il manquait des lieux pour le faire. Du coup, on avait nos cours de danse, on avait nos écoles de danse,
et on nourrissait une pléthore de bars et de discothèques qui exploitaient finalement les gens que nous on créait pour faire des soirées dans leur lieu. Et on s'est dit, ben, pourquoi nous on fait pas nos propres soirées avec la restauration, comme ça ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs pour manger avant, et finalement une opportunité pour les gens de communiquer entre eux. En sachant que les danses qu'on enseigne et les écoles qu'on a pu avoir jusqu'à présent, c'est un domaine où on retrouve beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Donc, qui débarquent à Montpellier comme primo-arrivants, nouveaux arrivants, et qui ont besoin de découvrir, de se faire un réseau social, de se faire des amis, etc. Et il n'y a rien de mieux finalement qu'une activité sociale pour rencontrer du monde et sympathiser et pouvoir discuter en dehors des questions habituelles de t'as quel âge, est-ce que tu as des enfants, c'est quoi ton job, etc. Là, on ne se pose pas ces questions-là. Ça réunit des gens de jobs qui n'ont rien à voir, de milieux qui n'ont rien à voir. Mais par contre, il manque un lieu. Ça veut dire que si on sort d'un cours de danse et qu'on se dit tiens, je vais aller en soirée, on va manger ailleurs, on va manger à la maison, peut-être qu'on ne repart pas, on n'y va même pas à la soirée, ou si on y repart, on redémarre une relation tout autre avec les gens. Il faut recréer le lien social à ce moment-là. Donc nous, on s'est dit, si tu sors de cours directement et que tu peux déjà boire un verre, déjà danser, ben, le travail, il est déjà fait. Et donc après, il y a juste le fait d'être bienveillant, être aimable, etc. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Mais nous, on a créé les conditions avec ça. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, viens, on teste et on essaye. Et donc, on a dit, bah, tiens, on va mettre de la restauration, on va mettre du bar, on va mettre une piste de danse. Donc, les gens, ils sortent de cours et ils rejoignent directement l'espace social. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé le temple de la danse. Par rapport au fait que là, l'axe principal, c'est la danse. Autour de ça, tu peux t'amuser, tu peux boire un verre, tu peux manger un morceau, etc. Mais tu sais que tu viens danser. Et tu sais que grâce à la danse, tu vas pouvoir rencontrer des gens. Alors, quand je dis rencontrer des gens, les gens, ils croient qu'on dit bachata et salsa. Ils disent de suite, ouais, rencontrer des gens, c'est genre agence matrimoniale, ça vient pour pécho, c'est un Tinder moderne. Non, il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment pour créer un lien social d'amitié, d'autres qui viennent pour un lien social professionnel. Il y en a plein qui sont arrivés agents immobiliers ou dans le coaching, dans le business, etc. Et le fait de rencontrer le maximum de gens, ça va permettre de mieux connaître la région aussi. Donc, ça a vraiment eu toute cette fonction-là. Et finalement, ça a marché assez vite quand même. Ça a marché assez vite. Et finalement, on est un club de danse où on retrouve entre 800 et 1200 personnes selon les années. C'est des soirées je peux pas dire le nombre de personnes puisque c'est variable, ça dépend de la jauge qui est fixée par les pompiers. Mais globalement, il y a quand même pas mal de gens qui viennent danser, manger un bout et qui passent la soirée de façon agréable. Ouais, c'est utiliser des compétences que tu peux retrouver chez certaines des personnes qui vont travailler avec moi. Et après, c'est le fait d'avoir eu une vie assez riche et d'acquérir ces compétences-là au cours de ma vie. Parce que pour payer mes études, j'ai dû être cuisinier, j'avais une mère cuisinière aussi. Donc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc monter un restaurant, et j'ai travaillé comme chef cuistot aussi. Donc et je suis passé dans toutes les étapes. J'ai fait barman, j'ai fait serveur, j'ai fait commis, j'ai fait celui qui jette les poubelles et qui nettoie le sol, celui qui ramasse la merde et le vomit dans les boîtes de nuit. Voilà, j'ai fait la sécurité, j'ai fait physio. Donc ça me permettait de gérer tout l'aspect bar dansant et restauration et de créer le concept autour de ça, de choisir les plats, choisir les prix, etc. Après, j'ai étudié aussi l'économie, le marketing. Donc mes études de marketing, ça m'a permis de gérer le choix des tarifs, le choix des tarifs en restauration et en danse. Après, j'ai toujours été danseur, donc je sais ce que les danseurs veulent. J'étais prof de danse et j'étais prof tout court, enseignant. Donc, ça me permet de gérer la partie enseignement. Voilà, en fait, c'est plus une question de le fait d'avoir étudié ces différents domaines-là qui m'ont permis, le fait d'être passé par tous les postes, ça me permet de savoir ce que j'attends des gens qui travaillent avec moi et de ce que je veux qu'on fasse dans l'action et de pouvoir penser à un projet global. Projet global, parce qu'en fait, c'est très compliqué de penser des choses que même l'État français n'arrive pas à appréhender ou que même l'industrie n'arrive pas à appréhender. Parce soit on est bar dansant et on cherche à faire du bar et à vendre de la boisson payante, etc. Soit on est restaurant, soit on est club de danse, type salle de sport, etc.
On a assez peu l'habitude en France à gérer des concepts qui se tiennent comme ça. On commence à le faire avec les différents food courts qui se créent, où il y a de l'événementiel, où il y a de la restauration, etc. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans un pays où on est habitué à gérer plusieurs compétences. On a souvent tendance à considérer que le fait d'avoir plusieurs compétences, c'est un défaut. On prend souvent l'exemple du mec qui serait plombier, charcutier et danseur en même temps, etc. Alors qu'en fait, dans beaucoup de pays, en fait, le fait d'être polymathe, d'être polycompétent, c'est un avantage. Mais ça, on sait pas le faire en Europe. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Donc en fait, c'est le fait d'avoir travaillé là-dedans, le fait d'avoir une vision globale des choses et d'être passé par tous les postes. J'ai une petite boîte de communication donc qui fait du graphisme, qui fait du suivi d'images, etc. Donc tous les éléments qui nous permettaient de le faire, j'avais pu les acquérir avant par des études du soir, par des études avec des gens qui sont compétents, qui sont prêts à transmettre leurs compétences. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à partager leurs compétences à Montpellier. Il y a énormément de compétences à Montpellier. Et pour le peu qu'on demande, énormément de gens sont prêts à retransmettre leurs compétences et en dehors de tout aspect business, etc. Mais ils sont prêts déjà à le faire pour peu qu'on leur demande. Parce qu'en fait, chaque personne qui aime son art ou son travail ou son métier, prend du plaisir à partager les compétences les compétences qu'il a. Plein de fois, plein de fois. Comment tu t'en es relevé à chaque fois? Parce que c'est rien. L'échec, c'est un passage. C'est pas. J'ai perdu ma première entreprise grâce à l'URSSAF, où j'ai voulu être droit avec l'État et où je leur ai demandé un contrôle anticipé. À l'époque, avec un contrôle anticipé, ça évitait les contrôles ensuite. Donc j'aurais dit voilà, moi je sais pas gérer vos histoires. Donc j'ai pris rendez-vous avec le directeur de l'URSSAF qui m'a contrôlé mon entreprise, qui a signé tous les papiers pour mettre tous les trucs dans les clous, etc. Et qui finalement l'a mal rempli et je me suis pris un redressement de 12 000 euros. J'ai coulé ma première entreprise comme ça. J'ai coulé ma deuxième parce que j'étais trop pressé de la faire grandir. Et malgré tout, j'ai pu ouvrir la troisième. Mais j'étais habitué déjà à savoir perdre et savoir perdre avec honneur et ne pas mettre d'affect dans le fait de perdre. Je me suis fait arnaquer aussi. Je me suis fait arnaquer par des collègues. C'est pas une vraie arnaque, mais bon, j'ai perdu de l'argent avec des gens à qui j'ai fait confiance et qui finalement en fait avaient pas les compétences que j'espérais et m'ont fait perdre de l'argent. Non, plein de fois j'ai connu l'échec. Et après j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de taekwondo et après un peu plus tard la boxe et on apprend à se faire péter la bouche et à se remettre debout et à retourner au charbon. Et ça je l'applique dans la vie normale parce qu'en fait l'échec c'est rien du tout. L'échec c'est juste un moment. C'est très éphémère en fait l'échec. Même si on prend un peu de recul, à chaque fois, 10, 15 ans, 20 ans après, on en rigole beaucoup en se rappelant, tiens, là, c'était avec un tel, et on se rappelle des échecs qu'on a pu avoir et on se rend compte que c'était pas très grave en fait, c'est juste un passage de vie. On se dit toujours en fait qu'un échec, je pourrais jamais m'en relever, c'est fini pour moi, je vais perdre mon couple, je vais perdre machin. Et finalement, les gens ils perdent leur couple, ils peuvent avoir des conflits avec leurs gosses, ils perdent leur entreprise et au final, la plupart se relèvent. Et même, c'est pas forcément les plus forts, parce qu'en fait, à chaque fois, on se dit, tiens, il faut un super état d'esprit, il faut être solide, il faut être un combattant. Mais en vrai, des ménagères, des gens de la rue, des gens normaux de la vie de tous les jours, se relèvent tous les jours d'échecs multiples, en fait. D'échecs multiples. Et en fait, l'échec, c'est rien du tout. C'est la façon dont nous, on le perçoit. L'échec, c'est rien d'autre que ce qu'on peut appeler échec. En fait, c'est une erreur de moment, ou c'est une infortune, ou une mésaventure, ou une erreur de jugement. Mais en gros, le mot échec, c'est celui qu'on vient calquer par rapport à l'aventure qui s'est passée. Et c'est le choix qu'on va faire de se dire, tiens, ça, c'est un échec. Mais en réalité, en fait, c'est juste une aventure, c'est un passage qui est heureux ou malheureux, mais c'est pas quelque chose qui nous condamne. Dans le mot échec, on sent la condamnation, on sent le fait qu'on peut pas se relever de ça. Et ça, c'est l'erreur de la plupart des gens. Mais en fait, ça peut être n'importe qui s'est séparé après 20 ans de vie commune, ou qui perd la maison, qui a construit une entreprise et qui perd l'entreprise. Mais en fait, en réalité, est-ce qu'ils sont morts derrière? Certains se sont donné la mort, bien sûr, mais c'est eux qui ont mis une perception des choses. De cette façon, on se dit, c'est tellement grave que, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, ma famille, j'ai perdu la face.
Ça, c'est des conneries. On a perdu la face de quoi? On perd la face tous les jours, de plein de choses. Mais ça, c'est des conneries. C'est vraiment la perception qu'on peut avoir des choses. L'échec, c'est… De toute façon, il faut échouer. Il faut échouer beaucoup pour savoir ce qu'on veut faire. Après, il y a la chance. Il y a des gens qui sont un peu plus chanceux. Il y a des gens qui sont très travailleurs et malgré ça, ils ont connu l'échec. Mais en fait, c'est dans son parcours. Et là, j'ai répondu en disant oui, j'ai eu des échecs. Mais en fait, dans son parcours, en fait, il ne faut pas se dire que c'est des échecs. C'est la façon dont on va… Le mot qu'on utilise, en fait, est assez important. Et de se dire, bon, voilà, ça, j'ai coulé telle boîte. Ça, c'est un mot. Est-ce que j'ai eu un échec en coulant cette boîte? C'est autre chose. Est-ce que vraiment je pouvais la faire, cette boîte? Est-ce que c'était pas un petit peu utopique? Est-ce que je l'ai pas vu de la mauvaise façon? Est-ce que je l'ai pas géré mal? Voilà. Et c'est pas un échec, c'est un passage. Et après, on passe à la suite. C'est tout. Ma plus grande fierté professionnelle, c'est les gens. Après, moi, j'ai un choix au niveau de l'entrepreneuriat qui est, il faut qu'il soit éthique et il faut qu'il soit social. C'est les deux dimensions principales que je vais avoir dans ce que je fais. Je ne cours pas après l'argent. Je veux juste que ça fasse vivre mon entreprise, ça paye les gens qui travaillent avec moi et que ça arrive à me payer à terme. Ça, j'ai pas toujours réussi, mais globalement, c'est ce que je veux. Et donc, ma plus grande réussite, c'est des gens qui eux, se sentaient en situation d'isolement, d'échec, de manque de communication, etc. et qui viennent me dire si ton lieu n'existe pas, si ton lieu n'existe plus, si ton lieu n'avait pas existé, ma vie, elle serait pas ce qu'elle serait actuellement. C'est l'effet de transformation qu'on a pu avoir sur des gens qui sont passés à travers le cancer, qui sont passés à travers des décès, à travers des séparations, et d'avoir rendu leur vie meilleure. Ça, c'est ma plus grande réussite au niveau professionnel parce que c'est pas un hasard, c'est un choix que j'avais fait sur la direction que je voulais donner à mon entreprise. Et la réussite des artistes qui sont passés par chez nous, de voir qu'il y a des artistes qui brillent au niveau international, qui brillent au niveau mondial et qui sont passés par chez nous quand ils étaient tout petits, quand ils étaient jeunes, quand ils démarraient leur carrière, etc. et qui aujourd'hui s'en rappellent. Ça c'est ma fierté au niveau professionnel, au niveau de l'accomplissement de ce que je voulais faire. Après, d'autres préféraient te dire, tiens, j'ai fait 100K, j'ai fait machin, etc. Nous, c'est pas le cas. On est une petite entreprise, on fait 600 000 euros de chiffre d'affaires au niveau annuel. C'est tout petit, ça. C'est pas quelque chose qui est énorme. Mais par contre, on rend la vie meilleure d'une cinquantaine d'employés et de presque 1000 personnes chaque année, quoi. Et ça depuis presque 20 ans maintenant. Donc ça c'est ce que j'appelle ma réussite professionnelle. Et c'est mon plaisir. Après, est-ce que c'est une vraie réussite professionnelle? Non. Pour certains, c'est faire de la maille, etc. C'est pas mon délire. C'est travail, compétence et conscience. Voilà. C'est à chaque étape, il faut être conscient de ce qu'on fait. Ce qu'on n'a pas, les compétences qu'on n'a pas, il faut aller les acquérir et identifier à chaque fois les compétences qu'il faut pour réaliser ce qu'on a envie de faire. Et les compétences ne sont jamais acquises au départ, c'est toujours quelque chose qu'on va chercher. On ne peut pas dire aux gens, tiens, tu as de la chance, tiens, ça s'est trop bien passé pour toi. Non, c'est que moi, quand toi, tu es debout en train de faire la fête ou à te promener ou que tu es au lit en train de dormir, moi, je suis en train d'étudier et d'acquérir les compétences qui me manquaient pour faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. C'est d'être sûr qu'ils veulent vraiment être entrepreneurs, de ne pas trop rêver non plus sur les trucs va au bout de tes rêves, etc. Le Paulo Coelho et compagnie, puisque ça reste un écrivain, hein, c'est pas non plus un philosophe. Et si vraiment tu as identifié que tu es un entrepreneur, parce qu'il faut être un entrepreneur, il y a des gens qui sont mieux pour le salariat, et le salariat c'est magnifique aussi, hein, c'est magnifique. Tu rentres à la maison, tu n'as pas à penser aux problèmes que tu vas avoir, tu as des congés payés, tu peux voyager. Tes vacances à Cancun, elles sont congés payés de toute façon. Ce ne sera pas forcément les mêmes qu'un gros entrepreneur, mais tu pourras déjà te faire du bien et les banques vont te suivre pour un achat de maison. Donc, il faut bien savoir si est-ce que tu veux vraiment être entrepreneur. Mais si tu n'es pas encore décidé au départ de ce que tu veux être et si tu n'es pas prêt à souffrir un petit peu, je ne crois pas que ce soit la voie qu'il faille prendre si tu es dans le délire de juste le confort et le développement personnel. Il faut aller un petit peu au-delà de ça et accepter de se remettre en question, accepter
les erreurs de parcours, accepter de rebondir et accepter de saigner un petit peu et d'aller mouiller la chemise. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'autres formules à part la chance, la famille et un héritage, quoi. Voilà. Ça fait pas tout non plus.